OK, donc je démarre alors, bon une partie d'entre vous me connaissent, hein, ou vous avez vu aussi passer, peut-être des posts ou des articles sur les sujets de l'IA sur la QA. Donc je m'appelle Bruno Lejard, j'ai comme responsabilité principale j d'animer, hein, le labo IA de Smart Testing. J'en suis le cofondateur et puis, j'ai la responsabilité de l'équipe Linka, hein, qui est le je vais vous parler un peu plus de Linka évidemment dans cette présentation, donc exécution agentique des tests. Hem, alors je suis aussi, impliqué, hein, dans les activités du Comité français des tests logiciels et de l'ISTQB. En particulier, j'ai contribué à la nouvelle, enfin maintenant plus si nouvelle, donc formation, certifiante ISTQB, testée avec l'IA générative. D'ailleurs, une version, 1.1 est en train de sortir. Alors, le sujet du jour, c'est comment mesurer le ROI, donc le retour sur investissement de l'IA dans les activités de test. Alors, pourquoi maintenant? Bah, il y a une évidence, hein, c'est que en 2024 et je dirais la première partie de 2025, on a beaucoup expérimenté avec, heu, une évolution technologique forte et maintenant il s'agit heu, d'aller au-delà des expérimentations, hein. Alors, pas maintenant, hein, ça fait déjà, quelque temps qu'on va au-delà, mais il s'agit de consolider et le consolider, c'est le consolider en mesurant des gains et en s'organisant pour que ces gains soient effectifs. Donc, c'est de ça dont on va parler, mesurer les gains. Les mesurer sur différents cas d'usage. Alors, il y a 3 parties dans la présentation. Je vais revenir rapidement sur, un peu l'état de la de l'IA dans la QA actuellement avec, quelques chiffres, hein. Et puis, introduire les cas d'usage, les 4 cas d'usage, matures que l'on voilà, sur lequel on travaille là aujourd'hui. Je vais présenter la méthode de calcul, présenter aussi le fichier Excel auquel vous aurez accès là à la fin de la présentation, hein. Ça vous sera donné dans le chat par Emma, avant la fin, hein. Et puis je vais ensuite rentrer un peu plus dans le détail pour l'exécution agentique des tests et vous verrez que, il y a des spécificités à l'utilisation de l'IA agentique par rapport à l'IA générative classique. Voilà, on verra ça et évidemment, le point important, c'est qu'on puisse discuter, donc on prendra un peu de temps pour ça. Je vais essayer de bien tenir mon temps. Alors démarrons directement. J'ai pris l'enquête SEMBI. SEMBI, c'est la marque qui intègre, X-Ray, Testray, Ranorex, et cetera. Et pourquoi j'ai pris ces chiffres-là? Parce que c'est les plus récents et comme vous savez, la dynamique est rapide, à la fois technologique, mais aussi, dans la façon dont les équipes se saisissent finalement de l'IA, pour les tests et commencent à intégrer réellement, l'IA dans les pratiques et dans les processus et dans l'outillage. Alors, un premier chiffre que j'ai retenu, c'est, le taux de code généré assisté par IA des personnes qui ont répondu à cette enquête, hein, que vous retrouvez facilement, vous voyez le logo ici. Eh bien, c'est considérable et et on voit bien que d'une certaine façon, le déploiement de l'IA dans le dev est plus rapide que dans la QA. Alors c'est pas une surprise, hein, on le savait pour, des raisons évidentes qui est que, on a en test et en QA des activités plus fragmentées et donc évidemment, dans, la production de code, l'analyse de code, il y a des activités plus rassemblées qui ont eu, qui ont conduit à cet impact, massif. Mais le point important, c'est que ça a un impact direct sur la QA. C'est-à-dire que plus de code produit par l'IA, ça veut dire, plus de besoins de tests et comme la QA était déjà dans un défi auquel on n'arrivait pas à vraiment répondre, hein, on le sait, hein, je veux dire, on arrivait c'est très difficile de suivre les cadences avec, la couverture qu'on souhaiterait. Toutes les équipes, ont ce problème, hein, évidemment, ce problème, il se renforce. Donc c'est un sujet et par ailleurs, on constate bien sûr que les choses avancent et progressent vite, peut-être plus, dans cette enquête internationale qu'en France d'ailleurs, hein. Quand je vois ce chiffre, de 60 qui des équipes qui constatent un gain lié en QA, extrait du rapport,
c'est pas tout à fait ces chiffres-là qu'on avait nous en décembre, lorsqu'on a fait, une enquête que vous pouvez trouver en ligne sur le site du CFTL, hein, donc l'enquête, liée à la conférence, à la journée thématique IA du CFTL où les chiffres étaient en dessous. Mais peu importe, ce qu'on voit, c'est une trajectoire, hein, même si la France peut peut-être se situer un peu en retard, hein, disons-le, n'empêche que voilà, il y a des avancées dans cette adoption au service justement de ces sujets, de ces enjeux d'accélération. Il y a aussi des freins, hein, qu'on connaît, des freins liés à la conformité, à la sécurité. Alors, je ferai certainement un webinaire autour de ça, mais là, on va rester sur la question des coûts et du ROI. Voilà. Alors, pour finir, les défis sont importants pour les équipes QA du fait de l'adoption de l'IA dans le dev, que les gains ne sont pas automatiques de l'IA pour la QA. Il y a vraiment d'abord à mesurer ça pour savoir où on en est. Donc, c'est l'objet de notre webinaire, mais aussi évidemment à pouvoir être disons, en amélioration continue, en capacité à utiliser les bonnes méthodes. Alors, l'idée, c'est comment dire, de faire un petit premier sondage là-dessus parce que je vous ai donné des chiffres, mais c'est intéressant que on ait les vôtres, hein. Donc, je vais lancer ce sondage. On va prendre 30 secondes, hein, ou 50 secondes. Donc, vous devez voir le sondage à l'écran. Est-ce que Emma, tu me confirmes ça? Oui, Que oui, on a le bien. sondage est bien lancé. Ah, merci. Donc oui, effectivement, je vois les réponses, hein. Voilà, on va attendre. euh, je vois vos réponses en live, hein, donc sur le taux de maturité. euh, je, ouais, je vois que ça progresse. Dès que ça sera un peu stabilisé, voilà, on pourra visualiser les résultats. Très bien, on a dépassé, voilà, on est à 80% des participants qui ont déjà participé là, c'est parfait. Très bien, ça va nous donner une idée. Alors, hop, je vais partager les résultats. Donc, est-ce que vous voyez les résultats de l'enquête? Hein, donc, vous êtes 52 à avoir répondu. Merci pour ça. Donc, moi qui suis, hein, avec les enquêtes CFTL, hein, qu'on organise au sein du comité depuis 2 ans, 3 ans, ce sujet, je vois que ça progresse, hein, c'est tout à fait net puisque le basculement de la phase de veille à POC, expérimentation et adoption pilote progresse nettement. Vous voyez, on est à 38% sur ce chiffre-là, c'est tout à fait important. Et puis, c'est pas du tout négligeable, hein, dans l'adoption généralisée. Donc, ouais, on voit que les choses évoluent, d'où aussi l'intérêt pour la mesure du ROI. Donc, je vais arrêter le partage et reprendre donc la poursuite. Est-ce que vous voyez bien mes slides à nouveau? Emma, si c'est juste pour confirmer, comme ça, je suis un peu en aveugle. Oui, c'est bon, on voit bien tes Ah, très slides. bien. Merci Damien aussi. Alors, donc, une des raisons qui est liée à cette accélération, c'est l'accélération technologique. Il y a 3 piliers, enfin, il y a 3 éléments principaux, hein, qui conduisent à cette augmentation de maturité. La première, c'est que l'évolution technologique, la première et la troisième, hein, à la fois des architectures, hein, donc le passage aux agents est déterminant pour la contribution à la productivité, hein, on va en parler un petit peu. La qualité des modèles, hein, qui ont vraiment progressé là en 3 ans, c'est vraiment très significatif dans la qualité des réponses, même si on le verra, hein, j'en reparlerai, les sujets de context engineering, hein, d'apporter du contexte à l'IA générative est un sujet clé, hein, pour la qualité des résultats, mais n'empêche qu'il faut des modèles performants, ce qui est le cas actuellement, et multimodaux, ce qui est le cas actuellement. Et puis, il y a une dimension que on a appréhendée qui vraiment, il y a eu des très très gros progrès depuis, je dirais, ces 18 derniers mois, c'est l'intégration dans les process de test. Alors, il y a deux façons d'intégrer, je le vois, hein. Il y a via les offres finalement des éditeurs de l'outillage IA, et Smart Testing en fait partie, mais vous trouverez sur l'ensemble de l'outillage test management, des offres, des add-ons, des fonctions, des features IA.
Et puis évidemment, il y a un ensemble de composants spécialisés, par exemple dans l'écosystème Atlassian, hein, dont je vais parler ici. Ou bien je vois aussi des équipes qui développent leur propre chaîne en interne, et c'est une autre façon de le faire. Mais tout ça, c'est au service d'une intégration fluide pour les équipes. Et ça, c'est déterminant, hein. On ne pouvait pas rester au mode sur lequel on a démarré, c'est-à-dire se mettre dans ChatGPT, envoyer une user story, poser une question, puis aller copier-coller le résultat éventuel, sans compter les questions. Enfin, c'est pas du tout fluide. Donc on n'en est plus là, hein. On est vraiment. Donc vous voyez, à la fois des évolutions d'architecture, la qualité des modèles et puis l'intégration. Ça, c'est vraiment ce qui nourrit l'augmentation de la maturité de l'IA en QA. Alors, pour moi, ça résonne avec les bonnes pratiques, hein, en tout cas pour en augmenter l'efficience, c'est-à-dire que cette intégration fluide, on veut une IA au service des testeurs, et pour qu'elle soit au service, il faut qu'elle soit intégrée de façon fluide dans l'activité, que ça soit naturel d'une certaine façon, hein, sur l'ensemble du process qui va de l'analyse de tests à l'exécution, au reporting, etc. Donc ça doit être totalement fluide. Il faut aussi organiser l'évolution des pratiques, former les personnes, former en particulier, avoir un regard critique sur l'IA, c'est très important. Mais regard critique veut dire capacité à piloter, à orchestrer. Donc c'est ça la vision, hein. C'est j'utilise en ayant conscience de comment je dois le superviser, comment je dois vérifier, comment je dois intervenir lorsque je dois adapter les résultats. Et puis évidemment, il faut mettre en place des mesures de gains, parce que derrière, il y a des coûts, hein, vous savez, et que il faut être capable de mesurer réellement. Et ça se fait voilà, de façon outillée, je dirais, en se donnant des indicateurs et en se donnant les moyens d'évaluer. OK. Alors, les cas d'usage auxquels on s'intéresse, hein, et dans cette mesure du ROI aujourd'hui, j'ai pris 4 cas d'usage que je considère comme matures, hein, production ready pour la QA actuellement, hein, qui sont maintenant maîtrisés, et ces 4 cas d'usage évidemment très importants, hein. Le premier, c'est l'amélioration des user stories, donc la capacité à challenger, à reformuler grâce à l'IA et à détailler dans une interaction humain-IA l'expression du besoin, c'est fondamental, hein, puisque on sait bien tout le reste en découle. La génération de tests. Alors, la génération de tests, c'est pas que les tests de user story, hein, c'est aussi les tests de parcours applicatif plus complexes. L'exécution agentique, alors que je mets ici en avant parce que je rentrerai plus dans les détails de ce use case-là, mais c'est aussi parce que ici on a un pur cas d'usage par agent IA, c'est-à-dire avec capacité d'agir, de tester réellement l'application sous test, hein. Je vais expliquer un peu mieux de quoi il s'agit, de façon à ce que tout le monde soit sur ait la même compréhension. Mais c'est un peu différent dans la mesure du ROI lorsqu'on a finalement une exécution autonome, hein, qu'on délègue, que lorsqu'on est dans du génératif, ce qui est le cas des cas d'usage, donc de génération de tests ou de génération de scripts, hein. Quand on est en automatisation assistée, on est en génération de script. Donc, je pense que c'est important de faire la différence entre IA générative et IA agentique, même si la tendance est d'aller vers le tout agentique, hein. On pourra en parler en question-réponse. Alors, je l'ai instancié, évidemment, vous retrouvez, hein, donc les deux produits qu'on développe, hein. Donc Yest est maintenant intègre maintenant de l'agent IA d'aide à la conception des parcours de test, hein. On présentera ça à la JFTL, et puis vous retrouvez les composants, par exemple, dans X-Ray, hein, qui est un outil de test management très déployé en France, où on a à la fois la feature génération des cas de test, génération des scripts, et puis notre agent IA d'exécution, Linka, que je vais vous présenter un petit peu plus. Ici, en amont, on a l'IA d'Atlassian qui s'appelle Rovo, qui est en fait
une IA que vous pouvez configurer hein, sur vos propres, disons, contrats ou IA entreprise et qui est disponible dans l'ensemble de Jira. Mais la plupart d'entre vous, en tout cas si vous êtes dans Jira, vous avez entendu parler, vous utilisez déjà Rovo. Voilà, hein, donc pour prendre ces 4 cas d'usage, mais les instancier avec de l'outillage disponible et mature aujourd'hui. Alors, regardons la question du ROI. J'aimerais bien savoir où est-ce que où vous en êtes, vous, sur cette mesure-là. Et si voilà, et prenons 30 secondes si ça vous va pour répondre à cette enquête très courte, hein, de façon à comprendre si c'est déjà un sujet ou pas encore un sujet et évidemment, voilà, quelle est votre réflexion là-dessus ou l'état de la mise en place, en tout cas? Bah, là aussi, hein, vous êtes, voilà, très dynamique pour répondre, donc c'est bien, c'est bien. Donc on voit que par rapport au gradient de maturité qu'on voyait sur le déploiement des cases d'usage, là, on est un peu en deçà sur la mesure de ROI même, donc là, je vais mettre fin au sondage, hein, je vois que vous avez répondu, je partage les résultats. Et donc vous voyez, hein, effectivement, c'est un sujet maintenant. Donc, alors, ça ne veut pas dire que personne ne travaille dessus, hein. On voit qu'il y a des calculs déjà de productivité, etc. hein, donc pour 27% d'entre vous, ce qui est important, hein, plus d'un quart. Mais voilà, dans les autres cas, on en est au début de cette évaluation-là. Voilà, donc je vais arrêter le partage et poursuivre sur voilà sur nos. Donc je reprends. Hein. Alors, voilà la méthode sur lequel on a travaillé. Alors évidemment, on a plus travaillé sur le cas 3, hein, l'exécution agentique des tests, hein, que je vais détailler plus, mais je vais vous fournir, enfin vous avez entre les mains le tableau Excel, hein, j'ai vu que Emma vous l'avait fourni, merci Emma, qui donne donc Frédéric souhaiterait que Emma, hein, qu'il soit euh, voilà, qui soit republié, enfin redonné. Pas de souci, hein, on fait ça. Donc vous voyez, alors je ne vais pas trop passer de temps là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans ce webinaire, mais là l'idée c'est de travailler sur l'ensemble du processus pour voir quel est le poste de coût qui est impacté par les use cases et finalement qu'est-ce qu'on peut mesurer qui va être le driver de l'évaluation du ROI. Et ce que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est que l'ensemble de ces cas d'usage hein, qui couvrent donc le processus, le workflow QA de test, avec en démarrant sur les critères d'acceptation, les user stories, eh bien, à la fois, ils offrent donc un enchaînement naturel, hein, mais en même temps, d'un point de vue du ROI, chaque cas d'usage est indépendant du point de vue, enfin, et pas indépendant, mais spécifique. Voilà, le bon mot, c'est spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prêter attention d'abord à une évaluation fine par cas d'usage avant d'avoir un bilan global, parce que les conditions d'obtention sont différentes. Quand vous déployez l'IA comme un quatrième amigos, hein, dans ce qui était pas mal partagé hein, dans les retours d'expérience, et qui est évidemment très intéressant hein, d'avoir ces capacités de l'IA à challenger et à nous aider à préciser et à reformuler parfois, à clarifier. Donc l'expression du besoin est en lien avec les tests eh bien, c'est très spécifique par rapport à, par exemple, la génération de code de test en Selenium ou en Cypress. Et donc, voilà, il ne faut pas chercher, me semble-t-il, à vouloir un seul calcul de tableau de calcul de ROI, mais euh, bien affiner les drivers, les indicateurs, les paramètres et les équations de chacun de ces cas d'usage. Alors, c'est ce que je vous ai proposé dans le tableau. Prenons un instant pour le regarder. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez bien mon écran, Oui, Emma, si tu oui, peux me oui. confirmer.
très bien, je te remercie pour ça. Alors je vais peut-être, voilà. Donc vous voyez que vous avez 4 onglets. Ici, ce que vous voyez, les petits chiffres, ça correspond à des commentaires qui ont été ajoutés pour donner les sources. Donc, vous avez l'optimisation des user stories avec typiquement des paramètres relatifs à un nombre de user stories. C'est des scénarios hein, que vous pouvez adapter et puis qui est un point d'entrée finalement pour déterminer un impact. User story, donc amélioration du backlog, génération des cas de test par IA générative qui peut se faire directement dans un chatbot, mais qui gagne à être intégré dans le workflow test. Là aussi, il y a différents paramètres et puis des résultats de gains. Hein, et les paramètres de productivité, il faut les mesurer. Ceux-là, ils sont établis, hein, vous le verrez à partir de sources que vous pouvez récupérer d'ailleurs. Voilà. Et puis, alors, ici, là, j'ai donc un tableau en ligne hein, auquel vous pouvez accéder, mais que je vais vous expliquer juste après dans la troisième partie, et qui est voilà, qui est un peu plus complet. J'ai prêté plus d'attention à celui-là, évidemment parce qu'on a les mains dedans avec les différents utilisateurs de Linka. Et puis le dernier, c'est la génération de scripts. J'ai pas cherché à faire un tableau consolidé parce que c'est pas l'esprit, je trouve, de dire bah oui, celui-là, il va vous permettre un ROI en temps de mois et celui en temps de mois. Non, je pense que il faut avoir une vision, disons, globalement, on a un ensemble d'activités et comment l'IA arrive dans ces activités-là et quelles est les bonnes méthodes finalement pour les intégrer. Et effectivement, il faut mesurer individuellement. Voilà. Hein, donc, pour un peu préciser les choses. Donc, je vais repartir sur ma présentation. Donc, le tableau que je viens de montrer, vous l'avez. Donc, vous pourrez jouer avec et puis je serai preneur de vos retours hein, pour améliorer tout ça. Alors, les profils de ROI vont dépendre, hein, là j'ai pris, vont dépendre des cas d'usage. Vous voyez, là j'ai pris les trois dans ce tableau-là, les trois cas d'usage qui s'appuient sur de l'IA générative, hein, au sens où on le connaît, pour différencier de l'IA agentique, hein, qui est donc une IA qui agit, et sur lequel on voit des risques aussi hein, qui sont bien connus d'une certaine façon, puisque on sait parfaitement que lorsqu'on génère des tests, eh bien, il peut y avoir tendance à générer des tests qui ne sont pas suffisamment incarnés, enfin, en tout cas, qui ne sont pas suffisamment basés sur le contexte. Souvent, c'est parce que justement la mise en contexte est un peu faible. Et de la même façon, pour les scripts, eh bien, on peut créer de la dette technique comme on peut en créer dans la génération de code. Voilà. Donc il y a là aussi, hein, par cas d'usage, il y a des questions à se poser, il y a des analyses, la définition des paramètres, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le tableau que je vous ai donné. Après, évidemment, il faut travailler sur une formule qui soit représentative, hein, et donc la formule dépend évidemment de la productivité, du taux, ce qu'on appelle le taux d'acceptation ici, est le taux de rework en fait de ce qui est généré par l'IA, dont on sait que ça a eu tendance à s'améliorer, hein. C'est-à-dire que le taux d'acceptation grandit parce que l'IA s'améliore et c'est très significatif hein, sur les 12 derniers mois. Donc pour gérer le temps, hein, je vois qu'il est 11h27 et que le temps passe vite. Je vais passer donc au cas d'usage donc agentique. Alors, c'est quoi l'exécution agentique? C'est sûrement un peu moins connu. Peut-être que j'espère qu'une partie d'entre vous a déjà testé, hein, mais l'exécution agentique par rapport à l'automatisation scriptée, elle est qu'un agent avec des capacités visuelles et d'interprétation et de planification et d'action est capable d'exécuter les tests de votre référentiel tels qu'ils sont. Et je le répète, hein, tels qu'ils sont, sans avoir à modifier quoi que ce soit. Je vous parle des tests manuels, des tests, des scénarios Gherkin, et l'agent Linka est capable d'interpréter absolument l'ensemble
de vos consignes et puis d'aller exécuter ça sur le système sous test via l'IHM, c'est-à-dire à travers des analyses visuelles comme un humain le fait. Hein, donc on n'est pas du tout dans le monde de l'automatisation, on est dans le monde d'une exécution automatique de scénarios manuels de tests. Alors, j'ai le mieux, hein, c'est que je vous montre ça très vite. Hein, j'ai une petite démo de 2 minutes enregistrée. Est-ce que Emma, est-ce qu'on voit bien mon écran ici? Oui, oui, Bruno, on voit bien ton écran. Merci à vous. Donc là, je suis dans enfin, je suis dans Jira. Et dans Jira, plus précisément, j'ai un référentiel de test que je gère avec X-Ray. Donc le testing board que vous voyez là, c'est X-Ray. Et le panneau Linka, c'est donc Linka for X-Ray, c'est-à-dire l'application qui se télécharge dans Jira pour permettre l'exécution agentique. Alors, je vais démarrer hein, sur un exemple Google Maps très simple. Donc, vous voyez, hein, on part donc je vais continuer le défilement. On part d'un cas de test. Ce cas de test, c'est quoi? C'est un test manuel qu'on peut voir ici, là, qui est exprimé, alors là en anglais, en français, dans n'importe quelle langue, en vrai, hein, ça fonctionne, mais qui est donc un test classique, qui fait partie de mon référentiel et qui est prévu pour être exécuté manuellement. Alors on voit que là dans X-Ray, j'ai une fonction bêta pour l'automatiser. Bon, mais c'est pas ce qui va m'intéresser là, puisque j'ai la capacité de l'exécuter automatiquement. Hein, c'est ce que on va voir. Donc on part de ce cas de test, qui est un cas de test qui est un scénario sur Google Maps et qui prévoit des étapes pour aller d'un endroit à un autre. En l'occurrence, vous allez voir, on est de la gare TGV vers Besançon aux locaux de Smart Testing à Besançon. Bon, on a pris cet exemple-là. Donc ici, peut-être, je vous montre ça. Donc le point que vous avez peut-être que j'ai peut-être pas bien montré, je vais laisser courir ici, c'est que on a un déclencheur Linka à l'intérieur d'une fiche test exec. C'est-à-dire que l'intégration fait que l'agent d'exécution, il va directement exécuter votre donc scénario tel qu'il est. Là, on a l'exécution qui est en cours. Le point peut-être sur le que je veux souligner, c'est que l'ensemble des actions qui sont réalisées, donc l'agent réfléchit, planifie, réalise, utilise les outils, donc scroll down, appuie sur des boutons, remplit des champs, enfin fait tout ce qu'il doit faire, eh bien sont totalement tracées. Et sur chaque action, réalisé par l'agent pour une étape de test. Hein. Vous voyez, une étape, c'est un certain nombre d'actions. Les captures d'écran sont disponibles de telle façon que l'ensemble des preuves d'exécution puissent être facilement reviewées. Hein. L'idée, c'est que un agent il réalise des choses pour vous et que derrière, eh bien, le QA va facilement revoir si l'exécution est OK. Donc là, on affiche le fait que voilà où on en est. Donc on va à la gare. Bon, je vais avancer un petit peu sur cette exécution-là parce que ce que je veux vous montrer juste après, vous allez le voir, c'est un cas où finalement le résultat attendu ne va pas être conforme. Hein. Donc là, on est en train de réaliser l'exécution. On analyse le verdict là et vous allez voir ce qui se passe, c'est que dans le résultat attendu qui dit que le trajet doit être de moins de 10 minutes, voilà, alors on va visualiser, voilà, je vais arrêter ici le défilement. Eh bien, en fait, ce résultat attendu, il est composite. On doit passer par la N57 et c'est OK. Donc visuellement, il analyse qu'on a bien le bon chemin, ce qui est difficile à automatiser en vrai, hein, mais facile visuellement d'une certaine façon, et que ça doit prendre de 10 minutes. Alors c'était intentionnel hein, qu'on a mis ce résultat attendu parce que c'est pas possible, évidemment en roulant normalement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est que l'agent est capable, enfin pas est capable, mais analyse et vous donne une restitution précise de ce qu'il a constaté, hein, comme un humain le ferait. Mais il le documente directement avec les captures d'écran, etc. Voilà. Bon,
Donc, vous voyez, à la preuve à l'appui, effectivement, ça a mis 13 minutes et effectivement, voilà, ça ne respecte pas la consigne. Le point important ici, alors, j'ai arrêté un cran trop tôt, voilà. Vous voyez, le Save to X-ray est une décision humaine. C'est l'humain qui décide donc ici, qui décide de valider l'exécution Linka en propageant, donc en sauvegardant l'ensemble des preuves, l'ensemble de l'exécution dans X-Ray. Donc, il faut bien voir les choses comme ça, hein. Un agent, il va réaliser, vous lui déléguez une tâche, s'il fait l'exécution automatique du test, mais la responsabilité est celle du QA et c'est absolument bien ainsi. Voilà. Bon, pour autant, ça marche très bien aujourd'hui, mais il n'empêche qu'il peut y avoir des erreurs et c'est l'humain qui est là, voilà, pour vérifier. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la propagation. Donc, je vais juste revenir un instant, c'est-à-dire que l'ensemble des preuves d'exécution sont propagées cette fois dans le référentiel de test. Donc, on a bien une étape d'exécution agentique et puis derrière, donc une exécution automatique sans automatisation. Et puis derrière, donc, on a la confirmation de l'exécution et derrière l'insertion dans le, pardon, excusez-moi, donc dans la publication dans X-Ray. Hop, je m'aperçois que le temps passe vite, c'est ça qui me fait bafouiller. Bon, j'ai bien envie de discuter avec vous. Alors, j'ai oublié de préciser au début que, s'il vous plaît, écrivez vos questions dans le chat dès maintenant, ou peut-être vous l'avez fait, hein, voilà, très bien. Donc, et puis tout à l'heure, enfin, dès qu'on va s'arrêter, Emma va nous permettre de rentrer dans les questions, en tout cas ce on pourra dans le temps imparti. Le ROI de l'exécution agentique s'appuie sur des paramètres qui sont un peu différents de ceux de l'IA générative, parce que là, on délègue complètement une tâche sous supervision humaine. Donc, le point clé, c'est finalement quel est le temps gagné, hein, et donc ce qu'on estime, grosso modo, c'est que sur une durée d'exécution manuelle de test, il va durer 10 heures, et bien le résiduel va être autour de 1 heure et demie voilà, sur l'ensemble de ma campagne qui aurait duré 10 heures, il va me rester 1 heure et demie de travail de mon côté. Donc ça, c'est à prendre en compte, bien sûr. De la même façon qu'il peut y avoir des cas où il faut, par exemple, amender le cas de test qui n'a pas été compris, ou une exécution impossible pour une raison X ou Y, donc il faudra la faire à la main. Mais vous voyez, dans les retours aujourd'hui des utilisateurs, hein, qui ont déployé Linka, on est dans ces ratios-là, hein, c'est-à-dire 80-85% des tests qui s'exécutent automatiquement par IA agentique, et puis un ratio de revue humaine qui est plutôt de l'ordre de voilà, 15-18%. Les non-conformités, c'est le fait qu'on ait à reprendre certains tests, ça peut venir de leur écriture ou ça peut venir de problèmes techniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, parce que ce qui me plairait beaucoup, c'est que vous fassiez vos propres calculs et vous aurez donc ces éléments-là, on va vous les donner, hein. Ce sera accessible dans le replay, mais le point important, c'est que on a mis le ROI calculateur en ligne ici, donc vous avez l'adresse, mais je vais y aller un instant. Vous le voyez, hein, donc c'est roi.linka.smarttesting.com, et vous pouvez vous-même appliquer donc tout le panel de gauche ici, c'est l'ensemble des paramètres. Et donc les paramètres, l'idée c'est que ça soit ceux que vous allez constater en vrai. Vous voyez, alors le coût, le prix de vente par exécution est à partir de 0,89. En gros, si vous achetez un pack 100 euros, c'est 1 euro. Si, voilà, mais vous pourrez voir les prix, ça n'a pas d'importance ici. Enfin, ça a de l'importance pour l'évaluation, mais je veux dire, le chiffre, voilà, vous l'avez, c'est de cet ordre-là.
Voilà, après, bah, évidemment, vous avez des paramètres sur le nombre de cas de tests, le nombre de steps de vos cas de tests, le temps moyen, enfin tout ça, c'est des choses que vous connaissez, hein. C'est vos pratiques et vous pouvez tout à fait ajuster ça et puis voir les résultats. Donc, tu vois, je vais vous laisser faire ça. Ok, je vais terminer en 3 minutes parce que je voudrais que on puisse discuter. Et pour ça, ben, j'ai plus beaucoup de slides, donc ça va aller. Une synthèse donc sur l'idée d'appréhender l'intégration de l'IA ben, sur différents cas d'usage qui sont cohérents dans le workflow. Il faut analyser les postes de coût par QM, par cas d'usage, mesurer par cas d'usage, et que je vous ai proposé dans les tableaux et voilà des méthodes qu'il faut adapter à vos cas. Voilà, une ressource pour pouvoir avancer de votre côté si vous le souhaitez. J'ai pas mal produit ces derniers temps, en particulier sur la communauté atlassiane, sur comment dire, la fiabilité de l'IA agentique, sur le business case, ce dont on parle, sur la comparaison entre le scripting et l'exécution automatique par agent. Bon, voilà. Et puis vous pouvez retrouver ça aussi sur nos blogs, donc j'insiste pas. Ce sont des ressources. Il y en a aussi sur la taverne du testeur. Et puis, alors, comment rentrer dans Linka? En fait, Linka est disponible dans une intégration native X-Ray, dans une intégration native XQual. On travaille avec l'équipe Enix pour avoir une intégration native SquashTM. Pour l'instant, on a un connecteur ici, et puis il y a des utilisateurs qui travaillent dans leur intégration de leur workflow directement sur l'API qui est disponible et que vous pouvez retrouver. Donc, pour essayer, c'est pour ça que je l'ai mis au centre, le point d'entrée pour vos essais, c'est de, de vous créer un compte, de vous enregistrer sur my.linka.smarttesting.com, ça sera rappelé dans le mail, et puis là, vous avez des crédits gratuits et vous pouvez faire des essais directement. Donc ça vous permet d'essayer, quoi, de mesurer si ça marche chez vous, etc. Et effectivement, on a des dispositifs pour permettre de sécuriser l'accès à l'application sous test, que ce soit en gestion de whitelist ou en VPN aussi. Enfin voilà. Bref, c'est des choses sur lesquelles on pourra discuter. Et j'ai fini. Et je vois, il est 11h40, donc j'ai débordé de 5 minutes. Ce qui est un peu, voilà, ce qui est très bien, parce que j'avais peur que ça soit plus. Donc je vous remercie beaucoup hein, pour votre attention et je vais laisser la parole à Emma pour répondre aux questions. Alors, certainement, il y a pas mal de questions. Hein, je vois certainement qu'on ne pourra pas tout faire dans le temps, mais ce qui est certain, c'est que vous aurez les réponses à votre question. On travaillera voilà, demain là-dessus et vous aurez par mail l'ensemble des questions que vous avez posées, la réponse. Emma, je te laisse démarrer ça si tu veux Oui, pour les alors nous questions. avons une première question. Donc, en plus de Jira, quels sont les outils compatibles sur lesquels Linka peuvent enregistrer ses résultats d'exécution? Hmm. Alors, donc j'en ai cité trois hein, là, enfin non, j'en ai cité deux. Hein, donc Jira X-Ray et puis donc XQual. Le travail en cours avec sur Squash TM et notre objectif, ça serait d'être intégré dans l'ensemble. Donc, on peut évidemment on vise des intégrations natives, mais typiquement ça va dépendre de l'éditeur. Après, ben, l'idée c'est de faire des connecteurs. Par exemple, Isagri avec qui on avance sur ces sujets-là, c'est développer son connecteur entre Linka via son API et puis leur outil dans Jira qui s'appelle Agile Test, qui est un plugin de test management. Donc il y a des solutions simples, hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, on en est là, on a vocation à intégrer tous les outils de test management pour permettre le lancement des exécutions agentiques et la récupération des résultats. Alors, une autre question. Donc, pour l'automatisation, comment l'IA sait quel locator utiliser? Ah, pas du tout le locator. En fait, on travaille en agent visuel, c'est-à-dire qu'on a une machine virtuelle qui prend le contrôle de l'application sous test et qui va analyser à partir de là quelles sont les actions à réaliser, par exemple écrire un champ, et qui va l'écrire directement en utilisant
l'outil dédié qui permet d'écrire. Donc, il simule le comportement d'un testeur humain, hein. Il faut vraiment le voir comme ça. On peut télécharger une pièce jointe, on peut downloader, uploader, on peut aller comparer des fichiers, enfin, on peut ouvrir un deuxième navigateur. Voilà, on n'est pas du tout dans un mode type Cypress, Playwright. On est vraiment dans un mode agentique. Et voilà, on pourra parler plus avant, mais faut vraiment, c'est des technologies, voilà, qui sont celles de l'IA agentique. Une autre question. Si notre organisation a d'ores et déjà opté pour un copilote et nous interdit l'usage d'autres IA et modèles, comment Mmh, envisager l'usage d'une Gen AI ou agentique pour nos tests? mmh. Alors, c'est un problème courant, hein, et qu'on a décidé d'aborder de la façon suivante, hein. Donc, on a maintenant une version, donc on commence à déployer, qui s'appelle Linka Enterprise, avec une version serveur, c'est-à-dire on-prem pour les composants qui sont les composants de service, hein, et puis une configuration sur le LLM agréé localement, enfin un LLM agréé localement de l'entreprise. Donc ça permet de répondre à cette contrainte que les DSI posent à leurs équipes, et ça permet, voilà, d'utiliser uniquement l'IA autorisée dans l'organisation. Donc voilà la réponse, et voilà, c'est quelque chose que on aura plaisir à mettre en place avec vous si vous le souhaitez. Alors, encore une autre, du coup, si je travaille avec le VPN, comment je peux faire l'exécution? Alors, en fait, c'est un problème qu'on sait gérer. Enfin, il y a plusieurs configurations de VPN où on a un worker qui va pouvoir être installé justement dans l'espace VPN. Donc, faut qu'on regarde, hein, d'un point de vue technique la configuration exacte, mais c'est ça l'idée, hein. Donc, il y a ce qu'on appelle un worker d'exécution, et qui va pouvoir être installé spécifiquement dans l'environnement et dans le contexte, de telle façon que il puisse être exécuté en local, que l'exécution se fasse localement comme ça doit être, hein. Voilà. Alors, pour vos essais sur Linka, l'application, faudra prendre une application accessible, hein, mais une fois que vous êtes intéressé ou convaincu, dans ce cas, il faudra regarder la configuration d'exécution. Alors, peut-être avant-dernière question. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Oui. Oui, je Heu, pense, hein, puisque je vois que des personnes ont des contraintes, donc on va gérer le temps comme ça, oui, très bien. L'exécution et la vérification par agent IA peut-elle s'intégrer dans une dans les pipelines d'une chaîne CI/CD? Alors oui, bien sûr, oui, puisque justement, c'est pour ça qu'il y a Linka API, c'est-à-dire qui permet d'envoyer les cas de tests à exécuter, qui peuvent être en Gherkin, hein. Je disais qu'on supportait les deux formats, hein, les tests manuels et les scénarios Gherkin, et puis récupérer les résultats de ces exécutions, les statuts. Voilà. Après, faut quand même avoir en tête que on n'est pas dans du script auto, qu'on a dans les restitutions de l'agent des capacités analytiques intéressantes, hein, il va constater telle chose, il va aller même au-delà parfois de vous donner un warning de ce qu'il a constaté, comme le fera un testeur humain, au-delà du pur vérification qui est demandé. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, hein, faut quand même le voir comme ça. Mais d'un point de vue technique, la réponse est oui. On sait faire ça via l'API. Alors, je propose Et qu'on passe l'EPI, pardon, juste pour finir, si vous enregistrez sur MyLinka là, eh bien vous aurez accès donc au Swagger de l'API. Donc, si l'API vous intéresse, elle est publique. alors dernière question, l'agent IA utilise-t-il le navigateur sur lequel il est ouvert? Quid des différences potentielles entre les navigateurs? Alors non, il n'utilise pas le navigateur. Il a donc dans sa machine virtuelle, il a son propre navigateur. Et effectivement, on est en train de travailler sur la capacité enfin, sur la définition d'environnement qui permet de configurer différents environnements, différents types de navigateurs. Aujourd'hui, c'est un Chromium qui se met en place, mais voilà. Donc ça fait donc
donc c'est bien dans la machine virtuelle d'exécution, dans le worker, que se fait la configuration finalement de comment on veut exécuter les tests, comme on le fait d'ailleurs manuellement. Bon, bah, Oui. Je pense qu'on peut oui, juste faire une petite question, Bruno, que je trouve assez intéressante. oui, je t'en prie, je t'en prie. Alors, l'utilisation des mots que l'on peut faire de Linka se fait-elle avec votre environnement, votre Jira, votre application sous test, ou est-il techniquement possible de tester sur notre environnement? Si oui, pour le nôtre, du point de vue confidentialité, quelles données circulent chez vous? Alors, oui, il y a plusieurs aspects dans cette question-là. Donc, vous verrez que les données, il y a des zones de gestion des données confidentielles qui fait qu'elles ne sont pas envoyées au LLM. Donc, on gère cet aspect-là, hein. Euh, vous le voyez ici, non, ouais, je l'ai masqué, mais vous verrez que il y a ces zones-là. Je dirais qu'il faut différencier effectivement l'évaluation de l'INCA pour confirmer que l'exécution agentique vous paraît pertinente, la vivre sur des applications où il faut le faire sur je dirais des données non sensibles et puis une application ouverte, de la mise en production, où là, il y a une configuration, je vous expliquais tout à l'heure du worker, euh, on a capacité à déployer on-premises, à configurer avec le LLM, donc voilà, hein, je pense qu'il faut séparer les deux en vrai. Donc, commencez par une évaluation de fond et vous saurez faire un déploiement sécurisé. Voilà. Allô? Oui, pardon. Je J'entendais bien. pense qu'on a fait le tour des questions, si jamais. Ouais, merci beaucoup, hein, c'était très, voilà, très dynamique là au niveau des questions. Je suis très content que vous ayez cet intérêt là pour ces technologies qui évoluent rapidement et qui sont maintenant matures. Donc on va répondre à l'ensemble des questions, vous envoyer un mail avec les ressources et puis ben, vous souhaiter à bientôt quoi. Mais merci à vous. Je vais arrêter le partage bien maintenant et je vous remercie encore pour votre implication, participation à ce webinaire.